بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer ensemble un nouveau chapitre du module antenne et lignes de transmission. On va commencer par chapitre numéro 1 sur les circuits passifs. Parmi les circuits passifs, on va commencer par les filtres. Un filtre, c'est un circuit électronique qui réalise une opération de traitement du signal. Autrement dit, il va atténuer certains composants d'un signal et en laisse passer d'autres. Il existe plusieurs types de filtres dont les plus connus sont les filtres passe-haut, passe-bas, passe-bande, réjecteurs de bande. Voici les différents types de filtres. Dans la première figure, nous avons le filtre passe-bas, deuxième filtre passe-haut, passe-bande et coupe-bande. Bien sûr, si le filtre transmet les composantes utiles sans amplification, on dira que c'est un filtre passif, car il peut être réalisé à l'aide de composants passifs, soit des résistances, condensateurs, bobines, d'inductance, etc. Maintenant, si le filtre réalise une amplification, on dira que c'est un filtre actif, car il comporte nécessairement un amplificateur, en général un amplificateur opérationnel. On va commencer par le filtre passe-haut. Le concept de filtre passe-haut, bien sûr, c'est atténuer les fréquences inférieures à sa fréquence de coupure FC, dans le but de conserver uniquement les hautes fréquences. La fréquence de coupure du filtre, c'est la fréquence séparant les deux modes de fonctionnement idéaux du filtre, soit un filtre bloquant ou bien passant. Dans cette figure, on remarque que là, on voit bien le montage d'un filtre passe-haut du premier ordre. Nous avons la tension d'entrée V-in, un condensateur et résistance en série, la tension de sortie V-out aux bornes de résistance. La manière la plus simple de réaliser physiquement ce filtre, c'est d'utiliser un circuit RC. Comme son nom l'indique, ce circuit est constitué d'un condensateur de capacité C et d'une résistance R. Ces deux éléments sont placés en série avec la source Vin du signal. Le signal de sortie Vout est récupéré aux bornes de la résistance. Bien sûr, pour trouver la fonction de transfert de ce filtre, il faut travailler dans le domaine de la place en utilisant les impédances des éléments. Et le circuit devient un simple diviseur de tension, ou bien on va utiliser cette formule. Donc, vous avez le AV égale Vout sur Vin. Donc, est égal GRC oméga sur 1 plus GRC oméga. Deuxième filtre qu'on va voir ensemble, c'est le filtre passe-bas. Le concept de filtre passe-bas, c'est d'atténuer les fréquences supérieures à sa fréquence de coupure FC. Et de ce fait, donc, dans le but de conserver uniquement les basses fréquences, la fréquence de coupure du filtre, c'est la fréquence séparant les deux modes de fonctionnement idéaux du filtre, soit elle est passant ou bien bloquant. On voit bien dans cette figure un filtre passe-bas du premier ordre. Donc, c'est la même chose que le filtre passe-haut, mais on a changé la position des deux composants, résistance et capacité. Donc, nous avons la tension d'entrée V-in, résistance en série avec condensateur, mais cette fois-ci, la tension de sortie aux bornes du condensateur. La manière la plus simple de réaliser physiquement ce filtre, c'est d'utiliser un circuit RC. Ce circuit est identique à celui du filtre passe-bas, mais les positions de la résistance et du condensateur sont inversées. Pour retrouver la fonction de transfert de ce filtre, il faut travailler dans le domaine de la place en utilisant les impédances des éléments. Avec cette technique, le circuit devient un simple diviseur de tension et on va obtenir cette formule. Donc, vous avez AV égale Vout sur Vin, donc est égal à 1 sur 1 plus GRC oméga. Troisième filtre, bien sûr, c'est le filtre passe-bande. Donc, le filtre passe-bande ne laisse passer qu'un intervalle de fréquence, celui-ci étant limité par la fréquence de coupure basse et la fréquence de coupure haute du filtre. Un filtre passe-bande peut servir à éliminer le bruit du signal si l'on sait que le signal a des fréquences comprises dans une gamme de fréquences déterminée. C'est aussi un filtre passe-bande qui permet, en radiocommunication bien sûr, de sélectionner la fréquence radio écoutée.
Donc, voici le montage d'un filtre passe-bande du deuxième ordre. Donc, vous avez la tension d'entrée, condensateur, une bobine en série avec une résistance et la tension de sortie aux bandes de la résistance, bien sûr. Quatrième filtre, c'est le filtre réjecteur de bande. Un filtre coupe-bande est aussi appelé filtre réjecteur de bande. C'est un filtre empêchant le passage d'un intervalle de fréquence. Il est composé d'un filtre passe-haut ainsi qu'un filtre passe-bas. Deuxièmement, on va voir ensemble les quadrépoles. Nous avons en électronique, on peut toujours représenter un circuit comme une boîte comportant deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie. C'est un quadrépole. Pour que le quadrépole fonctionne, les bornes doivent être reliées à un générateur de signal, peut-être tension ou bien courant, bien sûr, qui fournit le signal d'entrée, E de T. Les bornes de sortie présentent le signal de sortie S de T, qui peut être le courant ou bien la tension de sortie. Le signal de sortie résulte de la transformation du signal d'entrée par la fonction du quadrépole. Donc, vous avez l'entrée un générateur de signal d'entrée, le courant UE, la tension UE. À la sortie, donc le quadrépole à l'intérieur, à la sortie, on aura une charge avec le courant de sortie ES et la tension US. Voici le schéma fonctionnel équivalent. Donc, vous avez l'entrée E de T, la sortie S de T. Nous avons E de T est égal U de T, donc où la tension de sortie est égale US. Nous avons, là, on va utiliser deux types de signaux. Le signal sinusoïdal E de T est égal à E sinus oméga T, qui sert à l'analyse harmonique, donc l'étude du comportement du quadrépole en fonction de la fréquence du signal d'entrée, bien sûr. Le signal échelon est utilisé dans l'analyse indicielle, étude de la réponse, signal de sortie en fonction du temps. Les méthodes de caractérisation par analyse harmonique et indicielle ne sont pas applicables que si le quadrépole est linéaire et stationnaire. Un quadrépole peut être stationnaire si vous avez E1 reçoit une sortie S1 et E2 reçoit une sortie S2. Si on va faire la somme des deux entrées E1 et E2, on aura la somme de deux sorties S1 plus S2. Si nous avons une constante multipliée par l'entrée E1, on aura cette constante à la sortie. Donc, on aura qu'un S1. Pour la stationnarité, c'est sa réponse à une excitation donnée et indépendante de l'instant auquel elle s'applique. Nous considérons des quadrépoles tels que celui montré dans la figure numéro 2, c'est-à-dire des fonctions électriques liant un port d'entrée avec un port de sortie. Donc, vous avez la tension d'entrée V1 avec le courant I1 qui traverse notre quadrépole et la tension de sortie V2, toujours notre quadrépole, reçoit un deuxième courant I2. Donc, dans ce cas, les tensions et les courants sont appliqués à notre quadrépole. Une méthode usuelle pour connaître la fonctionnalité d'un quadrépole est de connaître sa matrice de transformation courant-tension. La matrice impédance ou bien tension-courant, la matrice admittance, c'est-à-dire vous aurez V1, V2 égale Z11, Z12, Z21, Z22, multiplié par I1 et 2, ou bien I1 et 2 égale Y11, 12, 21 et 22 par les tensions V1 et V2. La connaissance de l'une de ces deux matrices définit totalement la fonction pour un quadrépole linéaire. Si on remarque, on aura Z1, c'est égal V1 sur E1 pour E2 égale à 0. Z12, ça sera V1 sur E2 pour E1 égale à 0. Z21, c'est V2 sur E1 pour E2 égale à 0. Z22 est égal V2 sur E2 pour E1 égale à 0. Et pour Y1, c'est la même chose, sauf qu'on va faire la division de courant sur tension. Donc, Y1, ça sera E1 sur V1 et vous mettez V2 égale à 0. Y12, c'est E1 sur V2 pour V1 égale à 0. Y21, c'est E2 sur V1 pour V2 égale à 0. Et on termine avec Y22 qui est égal tout simplement E2 sur V2 pour cette fois-ci V1 égale à 0. Ce qui lie par exemple Z11 égale le rapport de V1 sur E1 lorsque E2 est nul.
On déduit facilement une procédure de mesure mettant en jeu successivement des mesures en circuit ouvert pour la matrice impédance Z, respectivement en court-circuit pour la matrice admittance Y. Afin d'en déduire les éléments, bien sûr, ceci pose toutefois le problème essentiel de la disponibilité d'un bon circuit ouvert dans le cas de la matrice Z et d'un bon circuit court-circuit dans le cas de la matrice Y. On peut donc affirmer que les matrices Z et Y sont inadaptées aux hautes fréquences. En conséquence, nous sommes amenés à définir une nouvelle matrice, ce qu'on appelle la matrice S, qui aura l'avantage d'être mesurable sur des entrées et des sorties adaptées, usuellement 50 ohms, ce qui résoudra tous ces problèmes, bien sûr. Troisièmement, on va voir ensemble les circuits non réciproques à ferrite. Et on va commencer par l'isolateur. Une classe de dispositifs passifs non réciproques utilise les propriétés magnétiques des ferrites, celles des isolateurs, bien sûr. Ces dispositifs ont pour fonction de propager une onde électromagnétique dans un sens et de l'absorber lorsqu'elle se propage en sens inverse. Ils sont utilisés dans des systèmes micro-ondes pour éviter que l'onde réfléchie ne vienne perturber le fonctionnement d'un autre dispositif, comme un générateur par exemple. Voici le schéma de principe d'un isolateur, donc. Ces quadrupoles, ce qu'on voit sur la figure, se caractérisent par la matrice de répartition SIG, ce qui s'écrit SIG égale S11, S12, S21 et S22. Notons que le paramètre S21, c'est le coefficient de transmission. Et le paramètre S12, c'est le coefficient d'isolation. Et les autres paramètres S11 et S22 sont les coefficients de réflexion au niveau de ports 1 et 2. Un isolateur idéal, c'est un dispositif idéal ou l'a adapté qui permet le passage de l'énergie dans un sens et pas dans l'autre. La matrice S, donc, c'est la suivante. Donc, vous aurez S, tous les éléments sont égaux à 0, sauf le S21. Il existe différents types d'isolateurs qui fonctionnent sur des principes différents. Isolateurs à rotation Faraday, à résonance, à déplacement de champ, et sont réalisés généralement en guidant ou bien en technologie planaire. Les principales caractéristiques d'un isolateur sont les suivantes. Nous avons les pertes d'insertion. Ces pertes d'insertion représentent l'atténuation que subit le signal transmis dans la direction de propagation à travers l'isolateur en question. Donc, vous avez la partie incidente, ici une partie réfléchie avec une partie transmise. La même chose. Donc, le cas contraire, vous aurez incident transmis, transmis incident, réfléchi, réfléchi. Donc, et vous aurez les deux ports. Quels sont les paramètres de dispersion? Donc, vous aurez le IL insertion loss en décibels égal 20 log A1 sur B2, donc est égal moins 20 log décimal de S21 doit être supérieur ou égal à 0 décibel. Pour l'isolation, c'est la capacité d'un isolateur à atténuer le signal de retour. Donc, ES en décibels, c'est isolation, égale 20 log décimal de A2 sur B1, donc est égal moins 20 log décimal de S12, doit être très supérieur devant 0 décibel. On passe maintenant au taux d'onde stationnaire. Le SWR, c'est Standing Wave Russian, donc est égal à 1 plus R sur 1 moins le module de R doit être supérieur ou égal à 1. Sachant que R, c'est le coefficient de réflexion qui est égal à B1 sur A1. On va parler maintenant de la largeur de bande, c'est l'intervalle F mini F max des fréquences qui permet d'avoir une bonne isolation. Pour les circulateurs, donc ces dispositifs passifs non réciproques utilisent les propriétés magnétiques des ferrites et sont utilisés dans des systèmes tels que les radars, la téléphonie mobile ou bien les liaisons satellitaires. Si on va prendre un exemple d'un système radar monostatique ou une seule antenne utilisée pour la transmission et la réception. Un dispositif électronique équivalent à un commutateur est généralement employé duplexeur. Pour des fréquences élevées, il devient exclu d'utiliser des interrupteurs électroniques ou bien mécaniques.
Il faudrait en effet qu'il commute à chaque instant. La solution généralement employée consiste alors à utiliser un circulateur à ferrite. Les circulateurs sont en effet des dispositifs qui assurent la fonction d'aiguillage des signaux selon leur provenance, permettant ainsi de recevoir et d'émettre des signaux à l'aide d'une seule antenne. Donc, voici le schéma de fonctionnement d'un duplexeur dans un circuit radar. Donc, vous avez un émetteur et l'émission, un récepteur, la réception. On va voir ensemble dans la figure suivante qui donne la représentation d'un circulateur en Y à 3 voies. Lorsque un champ magnétique statique est appliqué sur la pastille cylindrique de ferrite, un champ interne apparaît. Ce dernier oriente les moments magnétiques dans une direction particulière de façon à optimiser l'interaction avec le signal haute fréquence, en faisant apparaître de manière uniforme de tout le ferrite le phénomène de précession gyromagnétique. Ce phénomène permet à une onde entrant par les voies 1, 2 et 3 de ne peut ressortir que respectivement par les voies 2, 3 ou bien 1. Donc, voici le schéma de principe d'un circulateur à 3 pôles. Le circulateur dans cette figure se caractérise par sa matrice de paramètres S aux matrices de dispersion qui est égale SIG, S11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 et 33. Sachant que les paramètres S21, 32, 13 sont les coefficients de transmission, ce qu'on appelle insertion loss. Ce sont eux qui renseignent sur les pertes d'insertion et illustrent le bon fonctionnement du dispositif. Les paramètres S12, S23 et S31 sont des coefficients d'isolation. Ils rendent compte des défauts d'aiguillage de la puissance dans le circulateur. Les autres paramètres S11, S22 et S33 sont des coefficients de réflexion en anglais return loss au niveau de ports 1 et 2 et 3. Ils permettent d'évaluer les problèmes des adaptations de la structure. Le circulateur idéal, donc, c'est un hexapole adapté qui serait capable d'aiguiller toute l'énergie vers l'accès suivant. Le troisième étant isolé, la matrice S idéale serait donc la suivante. Donc, vous aurez l'exponentielle J-oméga dans ces cases, sachant que phi représente le déphasage lié à la transmission d'un port vers un port suivant. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.